Donc ouvrir cette session de l'après-midi avec des présentations qui sont très intéressantes. On va commencer avec M. Moinet qui va vous présenter la réhabilitation laryngée par allogreffe aortique vers un larynx artificiel tout biologique. Mesdames, Messieurs, chers modérateurs, je vous remercie de me laisser la possibilité de vous présenter notre thématique de recherche qui constitue finalement un tournant dans l'histoire du larynx artificiel puisqu'on va l'amener progressivement vers un larynx artificiel tout biologique. Alors pour reposer dans le contexte, le larynx est un organe qui est central et qui est responsable de 3 fonctions essentielles, la déglutition, la respiration et la phonation. Et la conséquence d'une laryngectomie totale, qui est la chirurgie qui consiste à resséquer l'ensemble du larynx, elle consiste en une perte de la phonation pour le patient, une perte de l'odorat, du goût, et surtout une perte de son intégrité physique, avec comme première doléance, quand on leur pose la question, le trachéostome définitif, c'est ce trou par lequel les patients respirent au niveau du cou, en termes de retentissement sur la qualité de vie. Malgré une baisse considérable de la laryngectomie totale d'ici ces dernières années, du fait des chirurgies partielles laryngées et des protocoles de préservation d'organes, on aboutit à une sorte de seuil d'à peu près 1200 laryngectomies totales par an en France, à peu près 15 000 en Europe, qui constitue un palier en dessous duquel la préservation laryngée ne semble plus raisonnable. Donc la question se pose maintenant de comment pouvoir rétablir un organe qui n'est pas vital, mais qui d'un point de vue fonctionnel est extrêmement riche. Pour répondre à cette problématique, 4 voies de recherche ont été développées. La première, c'est la transplantation laryngée qui a été réalisée par Straume et qui a permis le maintien d'un greffon de larynx pendant 14 ans sous immunosuppression et qui pose justement le problème de l'immunosuppression, empêchant la réalisation de cette transplantation laryngée pour des patients dans un contexte carcinologique, soit l'immense majorité des cas des laryngectomies totales. La deuxième voie de recherche, c'est au niveau de la réhabilitation trachéale, qui est un exemple en termes de réhabilitation laryngée. Ce sont les greffes de lambeaux libres fascio-cutanés, armés par des cartilages costauds, comme ici l'exemple d'un cas clinique réalisé par l'équipe de Necker, qui a permis un remplacement chez un enfant de l'ensemble de la trachée, permettant sa décanulation avec un recul de plus de 4 ans actuellement. Troisième voie de recherche, l'ingénierie tissulaire avec l'allogreffe aortique, qui est développée par le professeur Martineau, qui utilise une allogreffe aortique cryoconservée pour remplacer un defect trachéal et qui a visualisé chez l'animal d'abord puis chez l'homme une transformation de cette allogreffe en cartilage trachéal revêtu à sa face endominale d'un épithélium respiratoire. Et dernière voie de recherche, les biomatériaux, donc le larynx artificiel développé par l'équipe de Strasbourg, le professeur Debris, qui est constitué de 2 parties, un tube qui prolonge la trachée en titane, qui est mis dans un premier temps, inamovible, et qui dans une deuxième partie, la valve laryngée qui recrée le sphincter laryngé, elle aussi en titane. Le projet qu'on propose et le nouvel axe de recherche, c'est de combiner ces 2 dernières voies de recherche que sont le concept du larynx artificiel en titane et de le coupler à l'allogreffe aortique de façon à retrouver une souplesse initiale des tissus. L'objectif étant de prolonger la trachée par un manchon aortique sur lequel on viendrait déposer une prothèse en silicone souple qui recrée également le sphincter laryngé. L'objectif étant d'améliorer les problèmes posés par ce larynx artificiel en titane, notamment en termes d'intégration, de souplesse et notamment en termes de compression des structures adjacentes et notamment l'œsophage, pour simplifier la technique chirurgicale et pour permettre une amélioration de l'accessibilité de cette technique chirurgicale. On a donc réalisé sur cette année 2 projets en parallèle, un projet in vitro d'ingénierie trachéale et un projet in vivo que je développerai dans un deuxième temps sur le cause animal de la biopsie. Pour ce qui est du projet in vitro, l'objectif était de réaliser l'ingénierie trachéale sur matrice aortique de façon à pouvoir comprendre les phénomènes observés par le professeur Martineau in vivo sur des expérimentations in vitro et de façon éventuellement à accélérer le processus en ensemençant et en traitant l'aorte avant de l'implanter sur l'animal puis sur l'homme. Donc 2 travaux ont été réalisés en parallèle, un processus d'induction cartilagineuse sur matrice aortique et un processus de génération de l'épithélium respiratoire sur la surface de matrice aortique. Pour ce qui est de l'obtention d'une chondrogenèse, le travail a été réalisé par mon collègue Léa Fat, qui vous a présenté
présenté ces résultats le 23 novembre dernier, et sous la forme d'un faisceau d'arguments orientant vers une différenciation chondrocytaire des cellules souches blanchimateuses sur une matrice aortique lyophilisée. Pour ce qui est de l'épithélium respiratoire, je vais vous présenter maintenant les résultats. La première question qu'on s'est posée, c'était si l'aorte était une bonne matrice pour le développement d'un épithélium et surtout si l'intima, l'endothélium vasculaire, ne constituait-elle pas une barrière au développement de l'épithélium respiratoire. Donc on a travaillé sur matrices aortiques cryoconservées à moins 80 degrés qui ont été ensuite décongelées et on a séparé deux types de conditions. Une condition où l'intima de l'aorte était préservée, on l'appellera intima, et une autre condition où l'intima avait été resséquée de manière chirurgicale, on l'appellera condition condition médiane. L'ensemencement des cellules sur cette deuxième condition se faisait directement sur les fibres collagéniques de la média, à raison de 15 000 cellules A549, qui sont des cellules cancéreuses d'adénocarcinome pulmonaire, et les échantillons étaient ensuite mis en culture. Pour différencier ces deux conditions, on a réalisé des tests indirects de prolifération qui mesurent l'activité métabolique et des tests de viabilité cellulaire par immunomarquage. Pour les premiers tests de prolifération, un premier test par Alamar Blue a permis de mettre en évidence que la prolifération des cellules épithéliales sur l'échantillon média était de manière significative plus importante que sur l'échantillon intima, et ça a été confirmé par un deuxième test mesurant l'activité métabolique, toujours une meilleure prolifération sur la média par rapport à l'intima. On a ensuite confirmé ces premiers tests de prolifération par les tests de viabilité cellulaire. Vous voyez ici, à J7 après ensemencement, un test d'apoptose nécrose qui met également en évidence une prolifération et une viabilité cellulaire plus importante sur les échantillons médias par rapport à l'échantillon intima. Donc, lors de ces résultats, pour tout le reste des expériences, on a travaillé uniquement sur du matériel aortique dont l'intima avait été resséqué pour ensemencer directement les cellules A549 sur les échantillons de médias. On les a cultivés sur 14 jours et on a réalisé une caractérisation à différents temps de l'obtention de cet épithélium par différentes modalités. Donc on a réalisé à nouveau sur 14 jours, ce coup-ci à J3, J7, J14, des tests de prolifération métabolique et on voit toujours une prolifération constante sur l'aorte, directement sur la média. Et on les a mis en corrélation avec des données qualitatives ce coup-ci. Vous avez ici en microscopie à fluorescence un immunomarquage de protéines de jonction intercellulaire et de jonction à la matrice, avec ici la protéine cadérine, la protéine ZOAN qui est une protéine de jonction spécifique des jonctions serrées de l'épithélium respiratoire, et ici le remaniement du cytosquelette en ciblant les filaments d'actine par de la phalloïdine. Et donc on voit à J3, J7 puis jusqu'à J14 la colonisation de l'aorte progressive par les cellules épithéliales qui s'organise en un épithélium jointif, pour le moment à J14 monocouche. Même chose en microscopie électronique à balayage, de J1, J3, J7 jusqu'à J14, une colonisation progressive de l'aorte par les cellules épithéliales qui s'organisent en un épithélium bien jointif, qu'on voit ici au grossissement x2000, et ce sur l'ensemble de la surface, y compris sur les zones de relief de l'aorte. Et enfin, une découpe histologique ici sur l'ensemble de l'épaisseur de l'aorte, avec une coloration à l'hématoxyline et eosine qui met en évidence également de J7 jusqu'à J14 l'obtention progressive de cet épithélium, avec un aspect bien jointif qui repose sur une matrice aortique qui est quasiment acellulaire après la cryoconservation, d'où éventuellement l'absence de nécessité d'immunosuppresseurs pour cette technique. Donc voilà pour la partie in vitro et l'ingénierie tissulaire d'obtention d'un épithélium respiratoire sur la matrice aortique. Je vais développer maintenant le projet in vivo qu'on a réalisé en parallèle également avec les AFAT, qui concerne une étude de faisabilité de façon à évaluer la possibilité d'utiliser cet allogreffe non plus au niveau trachéal comme l'a fait le professeur Martineau, mais au niveau laryngé. L'objectif étant de visualiser et de regarder le comportement de cet allogreffe aortique au niveau basilingual. Donc l'ensemble des formations spécifiques et du comité d'éthique et des directives ont été obtenues pour ce projet. Nous avons prélevé 6 aortes sur moutons mâles à l'abattoir qui ont été ensuite cryoconservées à moins 80 degrés. Nous les avons ensuite, après décongélation, greffées sur 6 brebis femelles adultes sous anesthésie générale à la Fondation Carpentier.
Donc voici le montage. L'objectif de ce montage chirurgical, c'était de permettre une préservation anatomique et fonctionnelle de l'axe pharyngo-laryngite. Sur la vidéo, vous avez ici la tête et là le bas de l'animal qui est ici, et en parallèle le montage. L'objectif de conserver l'axe pharyngo-laryngé, c'était d'éviter la réalisation d'une trachéotomie chez la brebis qui n'était pas éthique et qui n'était pas possible en termes de surveillance chez l'éleveur pendant 6 mois. Donc on a monté cet allogreffe aortique avec une anastomose au niveau proximal directement dans les muscles de la base de l'an. Il n'y a pas de communication avec le pharynx, c'est une structure borgne à ce niveau-là. Et l'extrémité distale, au niveau de l'extrémité distale, nous avons réalisé un orifice au niveau trachéal et une anastomose latéro-terminale de l'aorte au niveau de la trachée pour permettre une aération permanente de cette aorte qui était stentée pour éviter le collapsus. En termes de suivi et de résultats, la survie à 90 jours de nos 6 brebis était de 100%, la survie à 180 jours, soit la fin de la surveillance à 6 mois, était de 83%. Effectivement, une brebis est décédée au 102e jour du fait d'une migration du stent au niveau carénaire. Pour les 5 autres brebis, les 5 autres brebis ont été euthanasiées et l'ensemble du complexe de l'allogreffe aortique et de la trachée a été prélevé pour initialement des analyses macroscopiques. Donc, ce qui nous intéressait, c'était particulièrement la jonction aorte-base de langue. Et vous voyez ici l'aorte qui reste tonique, qui reste bien ouverte même après ablation du stent, avec une certaine rigidité, et une intégration au niveau basilingual en regard de l'osioïde qui est tout à fait satisfaisante, sans lâchage de suture, sans nécrose de l'aorte. Sur le point histologique, microscopique, si on prend une coupe de l'épaisseur de l'aorte, toujours au niveau de la jonction basilinguale, on voit qu'on a une colonisation du greffon aortique par une multitude de cellules et même l'apparition de néovaisseaux, de néocapillaires, qui expliquent l'absence de nécrose de ce greffon. Donc maintenant, l'objectif étant de poursuivre ces résultats, et vous voyez ici ce qui va constituer notre thèse de science, l'objectif étant de comparer maintenant l'implantation d'une aorte nulle, comme nous l'avons fait cette année en position latérotrachéale, et de la comparer avec une aorte que nous pré-traiterons et nous pré-ensemencerons avec des cellules souches mésenchymateuses qu'on différencierait vers la chondrogénèse et des cellules primaires épithéliales pour obtenir un épithélium jointif avant de l'intégrer et de l'implanter chez l'animal de façon à comparer les deux modalités et mettre en évidence éventuellement une amélioration, une optimisation, une accélération du processus de chondrogénèse et d'épithélisation du greffon. Donc en conclusion, on tend vers la réalisation maintenant d'un larynx plutôt hybride qui combine plusieurs modalités de réhabilitation, l'ingénierie tissulaire, l'allogreffe aortique et toujours un peu de biomatériaux, des valves en silicone souple qui sont également développées en parallèle. On les développe et on les teste sur banc d'essai avant de réaliser prochainement des expérimentations animales pour tester la fixation et tout ça dans un cadre d'une collaboration pluridisciplinaire qui est absolument indispensable et extrêmement agréable aussi. Merci de votre attention. Merci de cette belle présentation. Je pense que Emmanuel Martineau va vouloir faire un commentaire. Non, forcément, moi simplement pour le féliciter. Et puis bien sûr, on a été très heureux de voir qu'il y avait des applications qui dépassaient la trachée, le larynx, des collègues aussi qui travaillent sur l'intestin. Aujourd'hui, on a quand même l'impression, on travaille beaucoup avec certains chercheurs, Morad qui est à côté de moi d'ailleurs, pour expliquer les choses. On a quand même l'impression que la matrice aortique est un peu une matrice universelle et c'est bien d'avoir, et on remercie la confirmation des résultats. On a quand même l'impression, je pense, du fait de sa faible immunogénicité, c'est un tissu qui a vraiment un intérêt très important. Sa richesse en fibres collagène. Au début de notre expérience, on pensait que l'aorte n'avait qu'un rôle mécanique. Aujourd'hui, avec les études en particulier qu'on fait avec le laboratoire B2OA, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça et que cette matrice a aussi un rôle biologique. Alors pour l'instant, on ne comprend pas tout, mais on travaille aussi chez l'homme maintenant. Probablement qu'il persiste, même après une cryopréservation de 10 années, il persiste probablement des cellules souches dans la matrice qui vont initier les phénomènes de réparation. Donc pour l'épithélium, c'est très simple, c'est à partir des berges
la trachée native. Par contre, pour le cartilage, c'est là qu'il y a un grand mystère et qu'on travaille encore beaucoup sur ce thème. J'ai une question pour les deux. J'ai une question pour les deux. Du coup, si persiste des cellules souches à long terme, comment ça va se comporter au point de vue transplantation? Et il va y avoir un rejet. Non. En fait, l'expérience, je pense que M. Delphin peut nous le dire, parce que la grosse expérience avec les allogreffes articrio-préservés, c'est celle de la chirurgie vasculaire. Et on sait qu'il y a très peu de rejets en chirurgie vasculaire, c'est des dilatations, enfin, vous contredisez, hein, mais c'est surtout des dilatations. Nous, on a montré qu'il n'y avait pas le rejet, quelque part, une inflammation initiale, mais qui nous arrange, parce que quand on n'a pas d'inflammation, on n'a pas de régénération. Je confirme qu'en chirurgie vasculaire, les allogreffes artérielles cryocongélées, on les utilise surtout en cas d'infection pour remplacer des prothèses infectées. Ça marche plutôt pas mal. Pas assez, mais ça marche plutôt pas mal. Il n'y a pas d'effet de rejet. Par contre, on a eu des effets, mais parce que c'est dans la pression artérielle, etc., de rupture d'allogreffe, peut-être la cryocongélation aussi n'est peut-être pas toujours optimale, mais c'est un bon matériau de substitut. Je peux faire un petit commentaire, parce que j'ai des idées, moi, là-dessus, enfin, si je peux me permettre, mais que c'est surtout le tissu, l'architecture tissulaire qui joue sans doute un plus grand rôle que les cellules. C'est une discussion que j'ai avec Hervé, avec toute l'équipe du B2O, parce que nous, on avait l'expérience du corail, et le corail, c'était pas tissu, c'était pas biologique, en fait, l'effet était essentiellement architectural. Et on se demande si, par exemple, pour des produits comme l'aorte, c'est pas équivalent, c'est pas l'architecture de l'aorte qu'on a complètement déplété en cellules, en fait, par les qui joue ce rôle un peu universel de support à la repousse, alors des cellules souches, mais de l'individu dans lequel on le met. Enfin bon, c'est une théorie un peu perso et ça se discute. Merci, c'est vraiment un très joli sujet. Comment maîtriser le fait que ces greffes composites sont faites en milieu contaminé? Je veux dire qu'il doit y avoir une antibiodérmie, quelque chose. C'est une question que je me pose. Et comment aussi est effectué le peeling de l'intima aortique quand il s'agit de greffons avec média? Alors, pour le retrait de l'intima de manière chirurgicale, c'est une fine couche cellulaire qu'on retire sous PSN à l'aide d'un bistouri et d'une pince. Et ça vient très bien, sans endommager la média forcément. On le réalise sur l'ensemble des échantillons. On a même pris en photo, il y a vraiment une fine couche qui s'en va très très bien. On aurait pu prendre des procédures enzymatiques, mais on préférait aller au plus simple. À chaque fois, on essaie d'aller au plus simple dans toutes les... On peut revêtir aussi l'aorte de structures qui adhèrent, qui accélèrent l'épithélisation, mais pour le moment, vu que ça fonctionne quand même très bien, on préfère rester simple. Et pour la question du milieu septique, donc on parlait du pharynx. Oui, c'est une chirurgie, ça reste une chirurgie ORL, cancérologique. On est dans l'extrapolation à l'homme, mais elle se fait toujours sous couverture d'antibiothérapie, toujours avec un risque infectieux qui est quand même majeur. En fait, la cancérologie ORL reste en termes d'antibioprophylaxie à risque majeur. Et ça, pour le moment, c'est vrai que si ça fonctionne pour les prothèses vasculaires dans un milieu infecté, on se dit que ça ne posera pas forcément plus de soucis qu'une autre chirurgie. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions.